Les vacances ont été l'occasion d'ouvrir les yeux sur le fait que tu ne peux plus continuer comme ça. Tu sens que c'est le moment pour toi de prendre ta vie en main et d'enfin écouter ta petite voix. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, tu vas bénéficier d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné, retrouver ce qui apporte du sens à ta vie et te mettre en chemin en toute confiance. Ce programme est d'ailleurs finançable avec ton CPF. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. Mais mon utilité, elle était dans un hélicoptère, à vraiment aller sauver la vie des gens. En tout cas, intégrer cette équipe qui veut aller faire ça. Et ça, c'était le sens de toute ma vie. Et quand tu as un sens, il faut pouvoir le défendre. De manière très diplomate, ça s'est toujours très bien passé. Mais faut aussi avoir le bénéfice-risque. Tu l'as dans les missions de secours, mais de temps en temps, tu l'as dans tes prises de décision. Quand tu changes de vie, quand tu te réorientes, quand tu montes une société, une entreprise, quand tu décides de te battre bec et ongle pour un projet et que tu sais que tu peux perdre beaucoup derrière, mais il faut le faire, parce que ça en vaut la peine. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Ma mission, encourager chacun à oser enfin écouter sa petite voix et arrêter d'attendre et se dire pourquoi pas moi. Grâce notamment à ce podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. Grâce à des programmes pour vous permettre d'être alignés, dont le bilan de compétences nouvelle génération, finançable avec votre CPF. Et un ensemble de ressources gratuites disponibles sur Instagram et sur le site pourquoipasmoi.co. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un homme au grand cœur avec un parcours hors du commun. Éric va passer 18 ans dans les pelotons de gendarmerie de haute montagne. Après avoir perdu une dizaine d'amis en très peu de temps, il s'est dit qu'il voulait voir grandir ses enfants et qu'il avait fait sa part en tant que secouriste. Parce qu'il avait besoin de faire ses deuils, il se lance dans un magnifique projet, construire sa maison de A à Z alors qu'il n'avait aucune compétence en la matière. Ce pied dans la construction l'amène à une reconversion totale où il devient commercial dans le BTP. Il s'épanouissait pleinement dans ce nouveau métier jusqu'à ce que l'entreprise où il travaillait soit vendue. Il décide alors de partir pour continuer à faire ce métier à son compte afin de retrouver le sens et utiliser ses talents. Aujourd'hui, Éric est chef d'entreprise, auteur et conférencier professionnel. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Éric Mény. Bonjour Éric. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? J'ai choisi un casque d'escalade parce que pour moi, c'est quelque chose que si l'on n'a pas, on prend des risques et que dans le milieu de la montagne, dans l'environnement où il y a quand même beaucoup de dangers, des chutes de pierres, pas que. On oublie aussi que de temps en temps, les grimpeurs pourront ne pas me contredire en tout cas là-dessus. C'est que très souvent, quand on lève la tête, souvent on se tape soi-même la tête contre la paroi qu'on a au-dessus, dans les dévers ou ailleurs, dans les grottes, et en fait, ça nous protège aussi de nous-mêmes. Mais c'est pour moi quelque chose qui est important parce que ça nous permet de nous protéger la tête pour continuer à avancer, à analyser, regarder où on veut aller, garder de la lucidité. Bref, ça nous protège notre moi pour pouvoir avancer. Je trouvais que c'était important, cette protection-là. C'était pour moi l'une des primordiales. C'est une belle métaphore. Est-ce que tu pourrais nous parler de là où tu as grandi? Moi, je suis né à Briançon, dans la vallée de Serre-Chevalier, et j'ai grandi là-bas. Et pendant des années, j'ai vu un hélicoptère qui faisait beaucoup de bruit au-dessus de nos têtes, avec un petit sifflement de sa turbine qui s'appelait l'Alouette 3. Et j'ai levé la tête toute ma jeunesse en fait. Et c'était fantastique, fabuleux, au milieu de ces montagnes, de voir un petit truc bleu avec des pales qui se déplaçaient pour aller chercher les gens en montagne. Voilà dans quoi j'ai baigné toute mon enfance. Et t'étais quel type de petit garçon? Alors j'étais plutôt timide, réservé, et puis j'étais pas très sportif à cette époque-là. J'étais un peu boulot et j'étais l'un des derniers qu'on prenait pour jouer au foot parce que j'étais pas footeux. Avec le Amsterdam, je restais avec les filles à la fin, donc c'était pas sympa à vivre. Mais c'est pas ce dont j'avais envie, le foot et puis ce sport-là. C'est venu après, mais voilà qui j'étais. Par contre, ça me dérangeait pas d'être l'un des derniers en levant la tête pour continuer à regarder cet hélicoptère. Et justement, ta tête, elle était où? C'était quoi tes rêves? C'était de sauver des gens. C'était de monter dans un hélicoptère sans parler d'argent, sans parler de
de différence de personnes, sans parler de prise de risque que les gens ont pris, sans jugement, sans rien, mais juste aller chercher des gens qui étaient vraiment dans un mauvais environnement, dans un mauvais pas, et les tirer de ce mauvais pas avec une équipe. Ils faisaient quoi, tes parents? Mon papa était gendarme, mais il était motard. Il a eu un gros accident. Il a été exempt de service externe suite à la colonne vertébrale de toucher, le genou. Donc il n'était pas en unité spécialisée en PGHM, peloton de gendarmerie de haute montagne. Donc il montait pas dans les hélicoptères. Mais par contre, à la fin de sa carrière, il permettait à toute la partie logistique. C'est lui qui descendait. Justement, c'était le PGHM de Briançon, puis il dépendait de Marseille, et toute la logistique venait de là-bas. Donc mon papa faisait des allers-retours pour aller chercher des cordes, des baudriers, des casques, tout ça pour venir au PGHM sur les réformes, les dotations. Et donc je les côtoyais de loin, et pour moi c'était une statue, ces gens-là. Et ta maman? Ma maman, suite à ce que mon papa faisait pas mal de mutations, elle a fait des petits boulots. Elle était caissière dans des supermarchés. Après, elle a travaillé dans des hôtels. Elle trouvait le travail où elle pouvait travailler rapidement dans les endroits où elle était. Le but aussi, c'était de toujours rester un petit peu à la disposition déjà du papa, parce que les horaires sont assez compliqués. Dans les années 70, 80, 90, ça tournait très fort. Il y avait beaucoup plus de missions à cette époque-là, différentes. Et du coup, aussi pour l'éducation de l'enfant, moi. Donc, ils ont privilégié d'essayer de rester très en contact avec le lien familial pour avoir un suivi d'éducation. C'était leur choix. En tout cas, moi, personnellement, je m'en plains absolument pas. Et juste pour ma culture personnelle, et puis pour les personnes qui nous écoutent, en quoi les missions ont changé par rapport à aujourd'hui? C'était des missions qui étaient vraiment, avant, la mentalité, c'était très très proche des gens, très très proche du public. C'était vraiment de l'assistance, de l'aide. J'ai connu mon papa qui rentrait très souvent à la maison en ayant enguirlandé des gens qui connaissaient dans le village, parce que ils avaient pas la ceinture, parce qu'ils avaient des pneus lisses. C'était pas encore l'offre du rendement, etc. Et du coup, ils savaient tout ce qui se passait dans le village. Les gens allaient changer quand même les pneus, ils revenaient, et puis ils buvaient un café. Et puis finalement, il y avait quand même une communion avec ces gens-là, et c'était différent. Donc on passait plus de temps avec les gens que juste au bord de la route. C'est le métier qui a changé, hein. Aujourd'hui, il y a aucune critique derrière ça, mais je trouve qu'il y avait un peu plus d'humanité, un peu plus de proximité. Cette proximité, elle demandait du temps. Et comment ça s'est passé pour toi, l'adolescence? Alors moi, j'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup été obligé de me déplacer avec mon papa. On a fait à peu près 15-16 déménagements parce qu'il a été blessé, donc il a fallu qu'on parte 2-3 fois. Donc je me suis, j'ai été le globe-trotteur de l'adolescence. Du coup, ça m'a permis de développer le côté proximité. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, si je reste là pendant 1 an et demi, 2 ans, comme les autres fois, et que je parle à personne et que j'attends qu'on vienne me voir, ça va être difficile. Je vais encore être la dernière roue de la charrette. Et puis, j'aurai pas d'affinité avec les gens, ça va être compliqué. Du coup, j'ai été obligé de développer un peu le côté où j'allais voir les gens, j'allais voir les autres. Et puis, j'ai baigné dans plein de sports différents, et ça m'a permis de développer aussi cette capacité-là. Et après, j'ai fini 3 ans au lycée militaire à Aix-en-Provence, parce que j'avais passé un concours à la fin de la 3e pour une stabilité scolaire aussi, parce que c'était pas évident de changer sans arrêt et de rattraper un peu les cours qu'on avait vus dans un autre sens. Et puis j'ambitionnais peut-être à l'intérieur de ma tête, l'hélicoptère c'était bien, les gens à l'intérieur c'était formidable, mais être pilote c'était peut-être pas si mal que ça. Donc du coup tu vas faire ces études là. Comment ça se passe? Bon, pendant 3 ans ça se passe super bien. On est dans un uniforme, on respecte un peu un protocole d'un ancien service militaire, on se lève le matin, on fait son lit. Il y a vraiment des règles, il y a vraiment une procédure. On est très encadré par rapport à l'instruction. On a des études surveillées, on a des études obligatoires. Tous les samedis matins, on a des interrogations qui peuvent durer de 2 heures à 4 heures par rapport pour nous entraîner par rapport à la formule du bac qui va arriver d'ici 3 ans. Il y a les classes préparatoires, grandes écoles, maths sup, maths spé, etc. qui sont juste à côté. Juste en face de nous, c'est impressionnant. Il y en a déjà qui se projettent et qui regardent les grandes écoles comme Saint-Cyr, comme d'autres. Et puis il y a
le côté aussi où on fait des petites bêtises, on fait des batailles de polochon, on fait des choses de gamin, mais ça reste très très bon enfant et ça développe une culture un petit peu de colonie de vacances. Alors oui et non, attention avec toutes ces limites, mais avec un vrai travail de fond derrière. Et quand je vois ce que sont devenus quasiment tous les gens qui étaient au lycée militaire dans cette période-là, je me dis que c'était vraiment le bon tempo, c'était la bonne formulation et c'était le bon format. Et donc là, tu te dis, je veux être pilote d'hélicoptère. Oui. C'est pas ce qui s'est passé. A priori, c'est plutôt l'hélicoptère qui a pas voulu de moi. J'ai passé les tests pour être pilote. J'en ai réussi pas mal, mais j'ai échoué un petit peu à la fin sur tout ce qui était tests psychotechniques, etc. C'était difficile. Et puis à 18 ans, on n'a pas non plus on passe un diplôme d'entrée. Mais derrière, il aurait peut-être plus valu que j'aille un peu plus haut, maths sup, maths spé, peut-être un peu trop fonceur, peut-être trop rêveur à cette époque-là. C'est pas grave, hein. Au bout de quelques années, je suis quand même monté dans cet hélicoptère d'une autre façon. Et comment tu l'as vécu, le fait que ce rêve-là n'arrive pas à son bout à ce moment-là? Moi, j'étais philosophe quand j'ai vu les gens qui étaient pris, quand j'ai passé les tests et que j'ai vu ce que j'avais fait, et que j'avais réussi quand même pas mal de choses. Je me suis dit que j'étais pas ridicule, mais qu'il me manquait quelque chose. Je m'étais pas forcément préparé. Du coup, je suis reparti. J'ai fait un an à Nice. Je travaillais dans une chaîne de burgers pour pas. Oh, tu peux dire, hein, le podcast n'est pas sponsorisé, donc on dit ce qu'on veut. C'est la liberté d'expression totale, donc pas de souci. J'étais dans un Quick et qui était franchisé, et le patron du Quick, il était exceptionnel parce qu'il donnait beaucoup de temps. Il faisait les créneaux spécifiquement par rapport aux entraînements. Et à cette époque-là, j'avais commencé la natation quelques années auparavant, ça me plaisait beaucoup et j'ai intégré son club de triathlon, et pendant 1 an et demi, j'ai bossé avec lui aussi avec des horaires vraiment à la carte pour que je puisse m'entraîner. Et puis j'ai fait avancer mon service militaire et du coup je suis parti dans mon service militaire en 1994, octobre 94. Et t'es parti où? Je suis parti à Grenoble, à côté, à Vars, à Lierre-Hérissé, juste à côté. Et je suis parti au 93e régiment d'artillerie de montagne pendant 2 ans. J'ai fait tout de suite un VSL parce que ça m'a plu. J'ai retrouvé les level. C'est quoi un volontaire VSL? Service long. Pardon, oui, c'est vrai que. D'accord. Pardon, il y a un décalage. J'ai bientôt 50 et je parle d'une formule que les gens ne connaissent pas. Oui. Moi, je fais partie de la première année où moi j'ai fait ma journée militaire, mais j'étais la première année où il y avait la journée militaire à faire pour les femmes. D'accord. Et c'est bien, hein, c'est très bien, mais on s'aperçoit que le service militaire c'était. C'est bien sûr, moi, je regrette. Cette période-là parce que j'ai rencontré des gens qui étaient dans des cités défavorisées, qui sont arrivés là, qui étaient un peu turbulents. Et en quelques mois, ils ont signé aussi. Et puis, quand tu repasses quelques années après, ils sont engagés, ils sont heureux, ils sont mariés, des enfants. Waouh! Et peut-être si moi j'avais continué et que lui n'était pas venu, peut-être qu'on se serait affronté dans une manifestation. Je préférais du coup l'avoir dans mon coin et à mes côtés plutôt que d'en face. Et culturellement, ça avait apporté des gens avec un permis de conduire, avec une éducation civique, avec une. Ouais, même savoir lire, parce que je me rappelle quand j'avais fait les tests qu'en gros on devait lire le journal télé et on devait dire bon bah voilà à telle heure il y a quoi, c'est quoi le programme. C'était pour vraiment vérifier si les personnes savaient lire. Non, c'était bien. Et en effet, le nombre de personnes que ça a aidé et ça a cadré. Et j'ai trouvé même qu'il y avait la capacité d'être agile parce qu'il y avait des gens qui étaient agriculteurs ou fils d'agriculteurs. Et ils pouvaient se libérer plus de temps, ils avaient plus de temps pour aller aider au champ, etc., qui était déjà un métier pas très simple et qui l'est toujours pas. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même cette forme de respect, mais dans un cadre. Et c'était bien. Alors oui, il y a plus, oui, et c'est budgétaire, etc. C'est pour ça, c'est professionnalisé. Il y a rien à dire, il y a pas de jugement. N'empêche que c'était pas mal. Et à la fin du coup de ce service militaire, professionnellement, tu te dis qu'est-ce que tu as envie de faire? Alors, j'ai même réagi un petit peu avant. Je l'avais anticipé parce que finalement, ça m'avait plu. Finalement, je me suis rappelé que dans l'armée, c'était des hélicoptères verts, globalement, et qu'il restait quand même la possibilité en interne, peut-être encore une petite lueur d'espoir,
d'avoir un hélicoptère bleu ou rouge et jaune de la sécurité civile, donc du ministère de l'Intérieur. Donc j'avais déjà anticipé et passé le concours gendarmerie pendant ma dernière année de volontaire service long. Ce qui fait que j'ai réussi le concours assez tôt et j'ai dû casser le dernier mois de mes 24 mois de volontaire, validé sans aucun problème, pour intégrer l'école de gendarmerie à Montluçon. Donc c'était déjà anticipé et j'ai pas eu d'arrêt entre mon service militaire et la suite, parce que finalement ça m'avait plu. Finalement les repères que j'avais eus au lycée, plus là, je baignais dedans. Ouais, exactement. C'était cohérent. Il y avait exactement ça. Puis j'étais à ma place. C'est ce que tu disais. J'ai revu encore ton lien TEDx, ton intervention. Et à un moment donné, il faut savoir où on est bien. Donc là, du coup, tu intègres la gendarmerie et tu te sens bien. En interne, je trouve que l'armée, si on la connaît pas, on a l'impression que c'est hyper hiérarchique. Ça l'est. Mais il y a énormément de possibilités pour les jeunes. Il y a des spécialités dans tous les sens. Il y en a qui peuvent être médecins, il y en a qui peuvent être pilotes d'hélicoptère, il y en a qui peuvent être dans l'armement, il y en a qui peuvent être en cuisine, on peut tout faire. En fait, c'est une représentation complète de la société à toutes les strates, et c'est ça qui est génial. Et en interne, il favorise aussi tous les concours pour accéder. Il n'y a aucune limite. Il y a des niveaux minimums requis, etc. Mais on peut presque faire des stages de valorisation des acquis pour pouvoir intégrer. Donc, c'est quelque chose qui pousse les gens à être continuellement à se remettre en question pour pouvoir atteindre ce qu'ils veulent. Donc, du coup, je me suis dit, banco, j'y vais. Trop chouette. Et du coup, tu as enchaîné les types d'émissions. Il y a déjà 1 an d'école qui est à Montluçon, qui donne toutes les bases. Et après, j'étais intégré. Alors, t'as un classement, t'as un amphi où tu choisis tes places en fonction de ton classement. Donc c'est bien, ça donne aussi la culture du travail qui est importante. Et du coup, après tu choisis. Et j'avais eu l'escadron de gendarmerie mobile de Tarbes dans les Pyrénées. Et là, on fait. Donc tu retournes à la montagne. J'avais passé les compétences montagne pendant l'année d'école. J'avais obtenu, mais j'avais pas un très bon niveau à cette époque-là parce que l'escalade, j'en faisais pas énormément. J'étais très bon skieur. J'avais une bonne caisse avec le triathlon, mais l'escalade, c'était les débuts du balbutiement du commencement. Et ça n'avait pas forcément matché avec Chamonix, mais j'avais quand même eu l'opportunité d'aller dans un escadron. Et là, en interne, c'est aussi la même chose. C'est qu'en interne, ils t'ouvrent les stages, tu as des tests d'entrée, tu les réussis physiquement, techniquement un minimum, et puis après tu te formes en interne sur des stages, des certifications élémentaires, et puis après tu passes des diplômes, des qualifications, jusqu'à aller à un chef de détachement militaire au bout de 3-4 ans de formation avec un stage hiver, un stage été. Et à la fin de ces stages, tu te dis ça y est, j'ai tout fini. Et là, à Chamonix, on vient de voir, parce que les derniers stages se font à Cham, à côté du célèbre peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix. Et tu les vois tous les jours. Là, je revois mon œil d'enfant qui a regardé l'hélicoptère bleu, et je revois ces mêmes personnes tous les jours monter dans les voitures pour aller prendre leur permanence. Et je me dis, en fait, ça me suit. En fait, c'est un signe. C'est peut-être là que j'ai vraiment envie d'être. Et du coup, il y a un instructeur qui a cru en moi et qui est venu et qui m'a dit, Eric, on te voit l'année prochaine pour les tests. J'ai dit, mais non, ça a duré un moment, mais si, mais non. Et finalement, je l'ai écouté, je me suis entraîné et je suis revenu au test. Pourquoi c'était né, mais non? Parce que je pensais vraiment que j'avais atteint mes limites. Parce que à un moment donné, il y a le doute aussi, il y a l'environnement qui est autour de toi, il y a plein de choses. Quand tu vois tout ce qu'ils font, tu te dis que t'en es peut-être pas capable. Tous ces secours un peu engagés, est-ce que moi est-ce que je pourrais faire partie de l'équipe, est-ce que j'aurais pas peur? Et comme c'était la question que j'allais te poser, est-ce que la peur dans tout ça, parce que c'est quand même des métiers hyper dangereux. Alors la peur, on l'a tous, mais on a tous le stress quand la mission tombe, le stress quand on commence à préparer les sacs parce que l'environnement est compliqué, parce que la météo est compliquée. Le stress il monte parce qu'on a envie de bien faire, parce qu'on a un objectif et que on veut tellement bien se donner qu'en même temps on sait que ça va être compliqué. Et là, quand tu rassembles les informations dans ton cerveau, la première phase avant l'action, c'est la gestion du stress. Et après, c'est la porte que tu vas ouvrir qui va donner la capacité de réaction. Plus tu t'entraînes, plus tu es dans une équipe soudée, moins tu vas vers la fuite et le déni, et plus tu vas vers une action ciblée et recommandée. Mais tous, on a du stress. Moi, je me suis retrouvé pendant des années de mission où tu pars un peu en vacances, tu fais des stages pendant 4-5 mois, tu reviens pas, tu ouvres la porte, tu regardes en bas, pardon pour les auditeurs, mais putain, qu'est-ce que je fous là, quoi.
Et rapidement, t'es obligé, la tête qui tourne, tu dis et là, tu te rappelles qu'on vient de te donner une mission parce qu'il y a quelqu'un qui vient de se faire mal, et là, tu rebascules. Mais bien sûr qu'on a du stress positif, et il faut trouver les moyens pour que ça reste du stress positif. Ouais, ça soit pas du stress qui te bloque, ça soit un stress qui te protège, mais qui ne te bloque pas. Exactement. Et donc du coup, petit combat avec lui, non, mais oui, mais non. Et donc du coup, l'année d'après, qu'est-ce que tu fais? T'y vas? Ouais, j'y vais. Préparé? Et puis, ouais, comme jamais. Là, du coup, j'ai commencé à me forger un caractère. Après, l'armée et la gendarmerie, c'est un peu une représentation de la société, hein, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est aussi la représentation de managers, de management qui sont des fois parfois exceptionnels. J'ai rencontré quelques personnes qui m'ont vraiment aiguillé là-dedans, c'était génial. J'ai aussi rencontré des gens qui ne croyaient pas en toi, qui te mettaient des bâtons dans les roues, qui voulaient t'interdire d'aller passer les tests parce que tu appartenais à leur escadron et que cette année, il avait malheureusement perdu déjà trop de personnes qui avaient réussi des stages. C'est bien. Ça l'arrangeait pas. Non, et du coup, non, pas cette année. Alors non, donc du coup, on s'est battu, on est allé assez haut par décision hiérarchique pour que je sois réintégré au test de la spécialité. J'ai joué gros parce que quand je suis parti, mon patron a eu ces mots. Il m'a dit, vous partez à Chamonix, vous loupez pas parce que quand vous reviendrez, moi je vais pas vous louper. Ça voulait dire, t'as bousculé beaucoup de portes dans ce milieu militaire, donc fais gaffe quoi. Et puis la fierté de rentrer au bout d'une semaine de test très très difficile avec le papier et pouvoir regarder cette personne-là dans les yeux, je vais me sentir utile ailleurs. J'ai beaucoup aimé ce que tu disais tout à l'heure. Moi, mon utilité, elle était pas à l'escadron, même si j'avais ma place, mais mon utilité, elle était dans un hélicoptère, à vraiment aller sauver la vie des gens. En tout cas, intégrer cette équipe qui veut aller faire ça. Et ça, c'était le sens de toute ma vie. Et quand tu as un sens, il faut pouvoir le défendre de manière très diplomate. Hein, ça s'est toujours très bien passé. Mais faut aussi avoir le bénéfice-risque. Tu es là dans les missions de secours, mais de temps en temps, tu l'as dans tes prises de décision. Quand tu changes de vie, quand tu te réorientes, quand tu montes une société, une entreprise, quand tu décides de te battre bec et ongle pour un projet et que tu sais que tu peux perdre beaucoup derrière, mais il faut le faire, parce que ça en vaut la peine. En fait, tu vois, c'est ce que je dis à mes clients et mes clientes, parce que maintenant j'ai créé notamment un programme que j'assimile à un bilan de compétences pour qu'il soit finançable par le CPF, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça permet vraiment aux personnes de trouver ce qui apporte du sens dans leur vie et on en parlait tout à l'heure, quel est leur why, quelle est leur raison d'être. Et tu vois, je crois vraiment parce que j'ai presque 200 personnes qui ont fini le programme. Tout le monde te dit, en fait, quand tu sais qui tu es, et puis je le vois moi-même, et puis avec tous mes invités du podcast, quand tu sais qui tu es, quand tu sais ce qui apporte du sens dans ta vie, tu y vas. Tu vois, il y a plein de gens qui me disent, mais tu te rends compte, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as pas eu peur? Oui, il y a eu de la peur, mais en fait, comme je sais qui je suis, je sais vers quoi j'ai envie d'aller, mais j'y vais. En fait, il y a pas de question. C'est juste une évidence qu'il faut y aller. Et oui, il y a des risques, mais en fait, je préfère prendre ce risque d'être heureuse plutôt que de rester là à être malheureuse. Et en conférence, j'ai une slide avec un petit dicton que j'adore, qui dit quand on sait d'où l'on vient et que l'on sait où l'on va, la part de l'inconnu au milieu est acceptable. C'est-à-dire que si tu sais pas qui tu es et que tu sais pas vraiment où tu vas, tu crées un fossé et tu vas te noyer dedans et tu vas jamais faire le premier pas et tu vas jamais vouloir initier du mouvement. Fais le point sur toi, sache qui tu es, d'où tu pars, d'où tu viens. Et regarde où tu veux vraiment aller, fais un bilan de compétences, regarde ce qui a du sens pour toi, tu vas réduire tous les facteurs inconnus. T'en auras peut-être un ou deux. Mais est-ce que c'est bien grave? Là, le bénéfice-risque, il va vraiment basculer dans un gros bénéfice et tu vas prendre le temps de faire le pas. C'est ça, ça change vraiment tout parce que si tu sais pas qui tu es, tu sais pas quels sont tes atouts, quels sont tes talents, là où tu es incompétent. Enfin, en général, l'incompétence, on sait où est-ce qu'on l'est. mais les talents, on les connaît pas forcément, on sait pas forcément ce qui nous anime. Mais quand tu sais tout ça, tu vois, moi, mon rêve, c'est qu'il y ait des cours à l'école pour apprendre à te connaître. Enfin, tu vois, c'est quand même la clé. Enfin, on passe toute notre vie avec nous-mêmes et on ne nous apprend pas à nous connaître et au contraire, on fait tout pour nous mettre dans des cases pour faire en sorte que on ne se connaisse pas pour pouvoir correspondre à ce que les autres attendent de nous et la société. Complètement. On est dans une société qui prône la communication à outrance. On n'a jamais eu autant de moyens de communication avec tout ce qu'il peut y avoir avec tous les réseaux sociaux qu'il y a à l'heure actuelle.
Et on est peut-être l'une des plus mauvaises à l'heure actuelle, parce qu'on n'écoute plus, parce qu'on veut aller très vite, parce qu'on s'intéresse pas à l'autre et on sait pas qui sont les autres et on lui demande quelque chose. Donc du coup, on crée le doute au milieu et la part de l'inconnu, du coup, elle devient beaucoup plus grande et les gens s'y retrouvent pas et ils switchent, ils font autre chose. Donc la com, elle est mauvaise parce qu'elle est pas ciblée à l'heure actuelle. C'est ça. Oui, et puis on dit souvent, tu sais, la vie des autres, c'est, enfin, L'_AVIS, c'est le reflet de leur propre vie. C'est que si tu sais pas qui tu es et que ton entourage te dit ah mais tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, en fait, tu les écoutes parce que tu dis ah ils ont un regard bienveillant sur la situation, mais sauf que eux ils font la projection de leur propre peur également. C'est ça. Exactement. Parce que j'imagine qu'il y a peu de personnes dans ton entourage qui seraient montées dans l'hélicoptère avec toi. Ah, par contre, il y en a beaucoup qui ont essayé de m'en dissuader. Mais ça a été le bon côté parce que alors il y en a qui l'ont fait avec de l'empathie, tous les proches, la famille, ça c'était bien. Tu sentais qu'ils avaient peur pour toi, ils avaient de l'appréhension parce que étant tous quasiment montagnards, ils savaient tous les accidents et l'accidentologie qu'il y avait autour et c'était dangereux, donc ils te donnaient leur peur, leur ressenti. Là c'est sympa. Après il faut vraiment leur expliquer que c'est important pour toi et donc du coup après ils te laissent faire. Les plus belles personnes te laissent faire, te lâchent, mais tu sens qu'ils sont pas bien loin parce qu'ils ont un peu peur. Et puis il y a tous les autres qui disent que ça sera jamais fait pour toi parce que c'est trop dur et que tu y arriveras jamais. Moi j'aime beaucoup quand on me dit ça. Je suis devenu un vrai compétiteur, un vrai challenger. À chaque fois qu'on me dit que c'est impossible, du coup maintenant je souris et je le vois toujours. Je visualise le UN-6 possible. Et du coup je me dis ok c'est impossible. Allez on y va. Et il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, ce qui est très joli avec cette métaphore, c'est que le petit trait du 6 c'est un trait d'union. Donc, il unit le 1 et le possible. J'aime beaucoup. Ouais, j'ai beaucoup aimé, je l'ai gardé. C'est pour ça que je l'ai gardé. Ouais. Et donc là, tu commences, j'imagine, en bas de l'échelle dans l'hélicoptère. Ouais. Donc, c'est quoi la suite? En fait, tu rentres. Alors, ça a évolué depuis, mais à mon niveau. Alors après, ils ont matérialisé des sas de formation plus ou moins longs qui donnent encore plus de compétences aux gens qui arrivent. Donc, moi, je trouve que c'est super intéressant. Moi, j'ai vécu autre chose où on était vraiment tout le temps avec les anciens, on était parrainés, on avait tout le temps quelqu'un avec nous et on était le second dans la machine. Donc, il y avait toujours un autre secouriste, plus âgé, plus vieux, plus expérimenté et on regardait et on n'hésitait pas à poser des questions. Par contre, ce qui était intelligent, c'est que très, très souvent, ces gens-là, ils nous mettaient « Allez, vas-y, jeune, fais-le ». Alors, on commençait à le faire avec la pression. Il y a l'ancien qui me regarde, faut pas que je fasse de bêtises. Est-ce que j'ai pas trop parlé à la radio? Est-ce que j'ai bien fait le bilan? Ça te met vraiment dans le mouvement et en même temps tu acquiers de l'expérience pendant 2-3 ans. Après il y a toujours des stages à Chamonix de formation sur la gestion de l'équipe de secours, etc. Après tu passes aussi des diplômes pour être enquêteur en police judiciaire parce que ça fait partie aussi du job. Donc tu montes tranquillement en compétences, tu vas de plus en plus en montagne aussi, tu augmentes ton niveau de partout sans forcément t'en apercevoir. Dans un endroit qui est vraiment dédié à la performance et surtout à la culture d'une équipe, du collectif, waouh, ça fait grandir quoi. Et jusqu'au jour où tu te présentes avec ton sac et tu te mets derrière le chef d'opération de secours et puis t'as le responsable de l'AOT qui te regarde et fait aujourd'hui Eric elle est pour toi. C'est toi qui pars tout seul dans la machine. Et là tu regardes non en fait parce que non je suis pas prêt. Si. Alors du coup, tu montes, tu réouvres ton sac 3 fois que tu l'as déjà ouvert 3 fois avant, tu vérifies pour pas faire d'erreur, tu passes 3 heures à la radio et puis en rentrant, ils rigolent et puis tu vas chercher une bouteille pour fêter ça et puis t'en rigoles et puis les gens disent ça y est, tu es prêt. Et quand les anciens disent ça, tu sens ils ont posé ta main sur ton épaule et il y a la confiance qui va avec et c'est hyper fort de sens. Ouais, c'est vraiment un passage de relais. Exactement. Et humainement, t'as beau avoir un stage, une formation, une médaille qui peut être délivrée parce que tu as passé un cap, la main sur l'épaule d'un ancien qui te regarde dans les yeux et qui dit « ça y est, c'est pour toi, tu es prêt », ça vaut tout l'or du monde. Ouais, puis il y a la fierté aussi, j'imagine, de leur part parce qu'ils savent qu'ils ont contribué à tout ça aussi. Bien sûr. Et puis après, toi, tu deviens aussi le parrain de quelqu'un et du coup tu passes le flambeau et tu essaies de bien le faire et tu vois aussi les autres grandir. Donc ça c'est fabuleux, c'est ce transfert et ce que tu vas laisser en fait, l'ADN du secours qui perdure en fait, qui prend un peu chacun de nous, qui évolue parce qu'on est tous des êtres humains différents, qui évolue aussi par rapport à l'environnement, qui évolue par rapport aux années, mais l'ADN reste.
Et ça, c'est fabuleux. Hmm. Au bout de combien de temps, du coup, t'es devenu chef d'équipe de secours? Alors, je pouvais prendre le rôle de chef au bout de 3-4 ans et après, officiellement, au bout de 8 ans, tu passes le diplôme de chef de caravane de secours. Et c'est toi qui... alors après, tu te retrouves de temps en temps deuxième parce que t'as le plus ancien qui est là et t'es avec lui. Mais très souvent, après, quand c'est des plus jeunes et que tu commences à évoluer, c'est toi qui es le responsable de l'opération de secours. Ça, comment tu le vis une fois que t'as été nommé chef d'équipe de secours, mais que parfois c'est pas toi, t'es numéro 2 alors que bon, t'as de la bouteille? C'est pas gênant. Parce qu'il y a vraiment cette forme d'intelligence collective, ce qui, encore une fois, on a toujours l'impression que l'armée c'est vraiment hyper descendant, c'est hyper hiérarchique. Il y a une forme d'intelligence collective à l'intérieur. C'est aussi pour ça que je les explique dans les conférences. C'est qu'aujourd'hui, le patron de l'opération de secours, c'est un des deux gendarmes. Mais quand on part quelque part, on confie le bébé au pilote d'hélicoptère. C'est lui le plus expert. Quand on est sur le terrain, c'est quand même plus le médecin qui est responsable. Mais n'empêche qu'il y a toujours quelqu'un pour chapeauter, coordonner. Et de temps en temps, selon l'endroit où on est, le leader, il confie aussi les rênes. Ça m'est arrivé déjà plusieurs fois que c'était des plus anciens qui faisaient un peu moins de montagne, qui étaient très techniques, qui étaient diplômés, mais qui avaient l'intelligence de se dire: Eric, tu connais cette casquette de glace? Eric, tu connais ça? Alors ça m'arrivait à moi, mais ça arrivait aux collègues aussi. Et les anciens disaient: si tu connais mieux l'endroit où on va être projeté, vas-y toi. Mais je l'ai faite il y a 15 jours, cette casquette de glace. Mais vas-y, pars en premier, fais le bilan, on va te donner encore plus de chance à la victime. Ouais, il y a une vraie intelligence, Ouais. d'efficacité pour l'équipe. Ouais, j'ai jamais vu tu restes assis, c'est moi qui dirige. Si tu fais ça, il y a pas de confiance. Enfin, dans une équipe, si tu te fais rabaisser et qu'il y a vraiment cette hiérarchie stratégique et hyper descendante, les gens n'ont pas envie d'être impliqués et tu te démotives. Alors que là, tu sais qu'à un moment donné, tu sais pas quand, mais tu sais que tu vas pouvoir prendre une part de responsabilité dans l'équipe parce qu'on va te la donner, parce que ça a du sens. Il va pas falloir que tu foires parce que le temps qu'on te donne, c'est pour le réduire, pour optimiser la vie de la personne que tu vas chercher. Donc, t'es dedans à 200%. Tu peux pas être motivé dans des moments comme ça. Du coup, t'étais basé à Chamonix? Non. À chaque fois, tout le monde me l'a fait. Non. Pardon. Ouais. Alors, pardon. Il faut savoir que le secours en montagne, il est présent dans chaque département montagneux de France et qu'il y a à peu près 15 PGHM, pelotons de gendarmerie, en montagne en France. Il y a tous les massifs des Alpes, des Pyrénées, en Corse. Il y a aussi la part à La Réunion. Et après, il y a des massifs secondaires un peu plus petits, moins hauts, moins de crevasses, moins de neige éternelle avec le massif central Jura-Vosges. Donc du coup, non, pour répondre à ta question, j'ai commencé à Grenoble, le Versou exactement. C'est tout le département 38 de l'Isère et c'est le département qui a la plus grosse superficie montagneuse de France de par son étendue. Donc il y avait déjà fort à faire et beaucoup d'activités. Et après, j'ai fini ma carrière au PGHM d'Annecy, qui est une petite partie du PGHM de Chamonix, mais qui est détachée à Annecy pour d'autres massifs que le massif de Cham. Et pourquoi t'as bougé à Annecy? Ouais, parce que j'avais fait presque 15 ans à Grenoble, qu'on était bien, mais qu'à un moment donné, c'est aussi pas mal de remonter, de changer. Mon épouse est d'Annecy, donc on avait envie de se rapprocher aussi. Les enfants étaient un peu plus vieux dans cette période d'adolescence, assez attirés par Annecy. Donc on avait une envie de construire sur un terrain qu'on avait et c'était aussi le bon moment. Et qu'est-ce qui a fait que du coup tu es resté 22 ans dans la gendarmerie? Ouais, entre les détachements que j'ai fait au PGHM de Pierrefitte-Nestalas à côté de Tarbes dans les Pyrénées, grosso modo 2 ans et demi à 6 mois par an, 3 mois l'été, 3 mois l'hiver, et puis après l'intégration dès 2001, oui, ça fait à peu près 18 ans dans le secours en montagne et dans ces 22 ans. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté? C'est un petit peu, il y a un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Et ça, c'est le why de Simon Sinek. Et j'ai adoré. Oui. Et à un moment donné, il y a ce que tu ne veux plus. Et je pense qu'on est tous différents dans la vie. Mais quand tu as passé une année très très difficile à aller récupérer pas mal de personnes décédées en montagne,
que tu as eu moins de parts de chance d'avoir des personnes sur lesquelles tu pouvais encore faire quelque chose et tu pouvais les aider à vivre, mais que tu étais plutôt du mauvais côté à ce moment-là. Tu commences à douter, tu commences à penser qu'il y a un mauvais karma pour toi. Et puis pendant 14 mois, j'ai eu malheureusement 17 personnes qui sont décédées autour de moi. Quand tu as 42 ans, que tu enterres des gens de ton âge pour les pratiques de montagne, un crash d'hélicoptère dans les Pyrénées avec 4 personnes à bord qui sont décédées. Et puis cette personne-là, Lionel, tu étais au téléphone à 8h30 au téléphone parce qu'il devait venir avec son groupe de musique pour mon pot de départ, et qu'à 11h30 on t'appelle parce qu'on te dira qu'il pourra plus jamais t'appeler, et que tu fais 7 fois le porte-cercueil en tenue de tes amis. À un moment donné, tu te demandes si t'es pas égoïste dans la vie, si cette passion, si le secours, si tout ça c'est top, hein. C'est un vrai rendement personnel, c'est une vraie satisfaction interne, t'es là où il faut. Mais quand tu commences à avoir le doute, il y en a plus en fait, il y a plus de doute. Et quand tu regardes tes enfants, tu te dis que t'aimerais quand même bien les voir grandir, que t'as pas envie de rallonger une liste qui est déjà bien longue, et que t'as envie d'être grand-père, t'as envie d'amener ta fille à l'hôtel, t'as envie de vivre plein de choses, et que la vie c'est peut-être autre chose. En tout cas, t'as fait ta quote-part pour le secours, pour l'engagement, pour plein de choses. Mais voilà, c'est pas grave, tu peux passer à autre chose. La vie elle est faite comme ça et c'est cool, c'est chouette. Tu prends conscience d'eux et à force d'enterrer les copains, à force de côtoyer la mort, t'as envie de croquer dans la vie. Du coup, ça a été quoi le processus pour pouvoir arrêter et puis de se dire c'est quoi la suite? Ça remonte un petit peu plus en amont. C'est que quand on dit que c'est impossible, donc du coup je le fais. Je voulais construire ma maison et c'était très compliqué à cette époque-là. On m'a dit que je pourrais pas, j'avais pas d'argent, j'étais pauvre, les constructeurs voulaient pas me recevoir, les banques avaient du mal à me financer. Un gros projet. Du coup, je suis tombé sur un système d'autoconstruction de maison. Et du coup, j'ai auto-construit ma maison de A à Z dans son intégralité, grâce à l'aide de tutos, de suivi, de commerciaux qui passaient de temps en temps un peu de temps pour m'expliquer au téléphone. Et puis surtout un cadre. Tu as des copains maçons qui passent, ils t'expliquent, tu comprends, et puis t'aimes bien pédagogiquement. Du coup, tu te relances dedans, et tu te rends compte, sans t'en apercevoir tout de suite, que c'est un exutoire pour toi, parce que t'oublies, c'est une partie de ton déni. C'est le seul moment où tu fermes vraiment, tu t'en aperçois après, hein. Mais en fait, quand tu vas sur le chantier, outre le fait de vouloir construire, finir, mettre ta famille à l'abri à l'intérieur, protéger tes enfants, ta femme, parce qu'en fait, à part un appartement qui est payé par l'État, t'as pas forcément encore construit grand-chose. Et du coup, ça a du sens pour toi. Mais en même temps, c'est un exutoire et c'est peut-être le seul endroit où tu oublies le secours et tout ce que tu peux voir au quotidien. Et du coup, tu lèves la tête et tu dis, OK, j'ai compris. La montagne, il faut que je fasse un break avec parce que j'en veux plus pour l'instant, même en étant guide et moniteur de ski. J'ai envie de faire autre chose. Et du coup, la reconversion, elle a été très rapide. C'est que l'entreprise qui m'avait vendu les matériaux m'a demandé si j'étais pas intéressé à prendre un poste chez eux. Et c'est impossible qu'un secouriste de haute montagne qui connaisse rien au commerce ni au bâtiment finisse là-dedans. Et du coup, j'ai fait une reconversion professionnelle et je suis parti dans le commerce et dans les maisons passives. Et juste avant qu'on parle de ça, du coup, t'as quitté la gendarmerie. Ils l'ont perçu comment quand t'as dit écoutez moi j'arrête? Là-dessus, on a vraiment évolué depuis des années et je trouve qu'en même temps, les personnes qui ont été à la cellule de la reconversion professionnelle ont été très très sympas. Le discours a été, j'avais un peu d'appréhension quand j'y suis allé, mais le discours il était vraiment top. Quand je suis rentré là-bas et que tu y vas en tenue du PGHM et que tu vas en disant que tu veux rentrer dans le monde du bâtiment et que tu veux faire une reconversion, et à un moment donné les gens, tu te dis ils vont me prendre pour un fou. Et la personne en face de moi me dit c'est votre choix. S'il est mûrement réfléchi, vous avez des compétences parce que vous avez construit votre maison, on fera tout pour que ça se passe bien. Vous avez envie de nous quitter parce que vous avez atteint votre quota, on va rien faire pour vous garder. Et c'est mûrement réfléchi, vous nous présentez un vrai projet, on va vous accompagner au mieux. Je dis merci. Donc oui, c'est aussi ça où on a beaucoup évolué en matière de psychologie, de management et ça c'est vraiment bien. Et tu disais que tu as été guide de haute montagne et moniteur de ski, c'était à quel moment du coup? Pendant la formation en PGHM en fait,
je faisais partie d'une ancienne formule où si tu voulais progresser dans les grades, c'était bien d'être guide. Alors du coup, tu y vas. Alors tu y vas déjà par l'envie. Tu sais aussi pertinemment que quand tu vas passer un diplôme, tu vas augmenter ton niveau technique. Ça, c'est une certitude. Tu vas progresser. Du coup, tu auras encore plus de manipulation de corps. Tu auras plus de sérénité en montagne. Du coup, tu vas être plus performant en secours. Tu vas encore être plus performant par rapport aux clients que tu vas aller chercher, aux personnes qui sont en détresse. Donc, tu auras une plus-value à amener à cette équipe et à la personne que tu vas chercher. Donc ça, c'était réfléchi dans ce sens-là. Par contre, c'est pas parce que t'es pas guide que t'es pas un très très bon secouriste. Bien évidemment, il faut vraiment avoir envie de le faire. Et puis, c'est un autre domaine, hein, la pédagogie et l'accompagnement de personnes dans des courses en montagne. Mais pour moi, c'était important. Et puis, je trouve aussi que ça amène une plus-value quand tu te poses sur un secours et qu'il y a des guides autour de toi. Quand tu as la même médaille qu'eux, il y a une expertise qui est reconnue. Et du coup, au niveau du secours, ça se passe. Je dis pas que ça se passe mieux, mais ça apporte de la fluidité. Ouais. Et puis aussi, tu as le même vocabulaire et c'est dans un moment de crise, parler le même langage, ça aide forcément. Exactement. T'es passé par la même école, t'as fait les mêmes stages. Si ça se trouve, tu connais ce gars-là, c'est plus fluide sur le terrain. Et ils savent que t'es humain aussi, donc ça c'est plus sympa. Top. Et comment ton entourage il a perçu cette volonté de te reconvertir? Bien. Je m'attendais pas à ça. Mais du coup, ils ont dit OK, maintenant Eric est vraiment assez réfléchi sur plein de choses. Et il se dit qu'il a atteint son bout, il a atteint une limite, hein, il veut plus continuer parce que ça va devenir dangereux pour lui et pire, ça peut devenir dangereux pour les autres. Et comme tu ne veux pas être un boulet, tu veux pas être la personne qui fasse l'erreur vitale d'accrocher l'hélicoptère à la paroi ou de faire une mauvaise manip parce que t'es plus dedans, t'es plus motivé. Eh ben, ils le comprennent aussi. Et mon épouse avait eu ces mots très justes. Elle m'a dit, moi, j'étais mariée avant que tu rentres en PG. Si demain tu fais un petit boulot, même si tu travailles à la commune parce que t'as pas envie d'en faire plus, même si tu vas éboueur parce que tu veux avoir ton temps libre pour aller faire du vélo l'après-midi, je m'en fous. Je suis marié avec toi, je suis pas marié avec une cape de super-héros. Donc c'est encore plus facile quand ton entourage te soutient et te dit, mais vas-y, fais-le. T'as envie, fais-le. Ça, c'est bien. Top. Donc là, tu commences du coup dans cette entreprise de BTP. Ouais. Comment ça se passe les débuts? Difficile parce que en fait, en plus pour l'anecdote, j'ai rendu mon appartement le lundi à 11h. Je suis monté dans ma voiture, j'ai mangé un sandwich en roulant et je suis arrivé dans le nord de la France pour un stage de reconversion à partir du mardi. Et mardi, tu t'assois et tu viens d'arrêter la veille. Il y a moins de 24 heures. Et tu t'assois et tu te retrouves autour d'une table et il y a 21 nouveaux commerciaux ou responsables commerciaux qui sont là. Ça fait le tour de table, ça commence à côté de toi et ça finit par toi. Et ils sont tous des monuments du bâtiment et de la négoce. Ils ont travaillé dans tous les secteurs d'activité. Ils ont été chefs de négoce chez SAMC, Point P. Ils ont été chefs et maçons. Et j'ai dit, voilà, je voulais plus le PG, mais allez, on va prendre ce qu'il y a à prendre, mais je suis pas au bon endroit. Parce que ça y est, il y a beaucoup plus experts que moi. Et moi, j'ai juste construit ma maison, j'ai mis 14 mois, je vais pas révolutionner le truc, je suis peut-être pas à ma place. 1 an et demi après, on n'était plus que 5 et j'étais le meilleur commercial de la société. Et 2 ans après, j'étais directeur commercial adjoint pour donner un coup de main sur le management et la capacité de la méthode de la découverte des clients. Après, c'est ça, ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire finalement, dans chaque expérience passée, on apprend des choses, on vient avec un regard nouveau, alors là, c'est dans l'autre sens. Je pense à une personne que j'ai interviewée qui, elle était elle était attachée de presse et dans tout ce qui était univers mode déco, enfin, on va dire sujet entre guillemets léger, et elle s'est reconvertie dans la police judiciaire. Et du coup, elle a apporté énormément de rigueur, de process dans la police. Et en effet, dans chaque métier, tu apportes en fait une expérience, une expertise complètement différente et qui apporte du coup un nouveau regard pour tout le monde. Mais complètement. Et je trouve que la société s'en est aussi rendu compte parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de VAE avec des petits stages pour le mettre en route.
On fait la parenthèse VAE, validation des acquis par l'expérience. Merci, voilà. Ouais. Heureusement que j'en donne pas plus parce que ça, sinon, faudrait sous-titrer en fait, pardon. Et, et je trouve que la société l'a pris. Avant, il fallait tout refaire, il fallait passer 2 ans avec un nouveau diplôme. Aujourd'hui, t'as fait pendant des années un métier comme ça. Ils savent que les compétences de ce métier, c'est cette formulation-là. Si tu le mets pendant 2 mois, même en cours du soir, tu peux avoir un diplôme qui peut te permettre de te relancer. Mais en plus, comme tu le dis, avec une vision différente. Moi, j'ai passé, c'est ce que j'ai expliqué quand je suis arrivé, les gens me disent, mais tu retiens tout. Tu retiens le prénom des clients, tu retiens le machin, tu retiens tout. Je vais juste vous rappeler un truc. Pendant quasiment 18 ans, j'étais dans un hélicoptère où on devait analyser chaque seconde de notre temps. On devait analyser l'environnement dans lequel on allait être projeté, les cordes, le baudrier, est-ce qu'il faisait beau, est-ce qu'il faisait mauvais, les chutes de pierre, le pilote ce qu'il nous disait, où c'est. Et quand on était sur place, il fallait analyser le client, l'évolution, on était tout le temps, on avait nos 5 sens en alerte pour prendre le maximum d'informations pour pouvoir réagir et être agile sur le terrain. Et ça, t'as développé pas un don ni un talent, t'as développé une capacité mentale parce que tous les jours, tu t'es entraîné à faire ça. C'était notre métier comme un footballeur aujourd'hui. Tu lui files un ballon, il va jongler sans s'en rendre compte, même s'il a 50 ans et qu'il joue plus. Et il a tellement fait, et c'est d'une compétence inconsciente, que du coup, il va faire ça. Et toi, t'arrives, tu regardes tout et t'analyses. Tu lui as pas parlé de ça. Mais non, il n'a pas besoin. Regarde, il est là-bas. Et tu l'as vu. Bah oui, regarde. Tu t'as tout sous tes yeux. Regarde. Il a là-bas le truc avec déjà les menuiseries posées parce qu'il les a déjà achetées. Je vais pas lui parler des menuiseries. Ou même le pire, tu lui dis, bah du coup, vous allez mettre ces menuiseries. Tu les avais vues? Mais lève la tête. Regarde ce que t'as. Analyse le terrain dans lequel tu es. Il y a une telle compétence, il y a une somme d'informations que tu as autour de toi que tu n'as même pas besoin de demander au client. C'est ça qui est fabuleux. Et après, tu peux aller plus loin. Du coup, tu gagnes du temps et de l'efficacité. Tu vois que la personne a confiance parce qu'elle voit tu sais de quoi tu parles. Tu t'intéresses vraiment à elle. Parce que c'est pas, tu lui poses pas la question en écrivant quelque chose sur un bout de papier. Tu as la tête levée, tu la regardes et tu lui dis, du coup, vous allez mettre ça, vous allez faire ça. Ah, mais t'es fort. Non, en fait, je suis vraiment pas fort. Par contre, pendant 18 ans, si je l'avais pas fait, bah, je serais mort ou j'aurais tué quelqu'un. Donc, c'est juste que mon cerveau, il a pris cette habitude-là et il est capable d'emmagasiner plein d'informations pour les analyser. Il y a rien c'est pas une intelligence supérieure, mais c'est juste la capacité d'avoir les yeux partout et de prendre prioriser certaines choses. Il y a des choses que je m'en fiche. Ouais. Exactement. Et d'être à l'écoute du regard. Et ça change. Oui, à l'écoute de tout, de tous les sens, en fait. C'est ça. Exactement. Donc, c'est une vraie compétence dans ce monde-là, mais c'est pareil pour les gens qui sont au GIGN, etc. Tu as une faculté d'analyse parce que de ton action va dépendre la somme et toute l'analyse que tu as fait. Même le vent pour un tir, etc., tu es obligé de tout analyser. Donc demain, dans un métier où il faut analyser quelques petites choses, 3-4, oui, c'est bien. On l'a déjà fait en fait. C'est tout ce que vous avez à faire parce que là, on s'embête un peu. C'est pas qu'on se la pète, c'est juste qu'en fait, on a fait pendant 20 ans cette gymnastique intellectuelle. Ouais, du coup, t'as créé des connexions neuronales qui t'ont permis de pouvoir automatiser ça. Exactement. C'est de l'entraînement. Et c'est juste le drill, l'entraînement. Dans le milieu militaire, on a ce jargon-là, on dit le drill. C'est juste ça. Hein. Et il y a les championnats d'Europe d'athlétisme en ce moment. Celui qui va être champion d'Europe, c'est pas celui qui s'est levé le matin en se disant je veux l'être. C'est celui qui l'a fait et qui s'est donné les moyens de s'entraîner tous les jours avec des sacrifices. Pareil, on parle toujours de l'iceberg, à la partie immergée, etc. On voit jamais ce qu'il y a en dessous. Très peu. Le succès, on le voit jamais. Et pourtant, c'est des sommes, des heures, des milliers d'heures, des sacrifices, des jours où on pleure, des doutes, etc. Et on voit que le succès. Et on voit pas le travail qui a été fait au préalable. Et donc là, du coup, tu deviens directeur commercial. Adjoint. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Oui, non, mais c'était une petite PME. On est en charge de travailler sur les séminaires pour que les séminaires soient beaucoup plus ludiques et qu'en même temps, on aille voir les fournisseurs pour que les commerciaux puissent prendre en compte l'intégralité des matériaux pour qu'ils se l'accaparent, pour qu'ils puissent en discuter avec les clients derrière. Et ça, c'est intéressant. On est en quelle année, là? Fin 2019. 2019 et fin 2019, ouais. Et qu'est-ce qui se passe, du coup, en 2020? En dehors du Covid? Une mauvaise stratégie de la société dans laquelle j'étais, des repreneurs qui arrivent et qui partent dans un axe qui me convient pas. Donc du coup, je suis plus du tout à ma place. On me demande de vendre des maisons complètes, alors que moi j'aimais bien la technico-commerciale, la partie technico-commerciale. Ça me fait vraiment plaisir d'être impliqué, pas sur les plans, mais de donner des conseils à l'architecte sur les cotes, etc.
et qui voient que tu connais, mais qu'en même temps ils disent c'est super, je vais gagner du temps sur le. Donc tu retravailles te un peu. sentir utile. Ouais, exactement. Et c'est presque cette intelligence collective. Alors c'est un projet de maison, mais quand tu as une belle maison bien conçue et que les gens sont contents, c'est ce que moi à un moment donné c'était important pour moi. Donc j'arrive à le concevoir. Donc je me donne à fond parce que j'adore ça. Et là on me demande de travailler sur plan, de vendre des maisons déjà presque prêtes. Moi je m'éclate pas. Donc si je m'éclate pas et que j'ai pas de sens, bah je m'en vais. Du coup je fais une rupture conventionnelle. Je m'en vais. Et puis j'avais commencé déjà en parallèle, ça faisait presque 2 ans et demi que j'avais commencé fortuitement par demande de certaines personnes autour d'Annecy, de chefs d'entreprise, de venir discuter du secours en montagne dans les entreprises. Et je m'étais rapproché du club de rugby dans lequel je suis intégré depuis très longtemps maintenant. Et je faisais toute la prépa physique et après mentale, parce que je me suis formé à la préparation mentale. Et finalement, ça plaisait parce que le club a bien évolué, les joueurs étaient vraiment top sur le terrain. Ça a plu, donc on m'a demandé d'intervenir et j'ai commencé en parallèle à faire de la conférence en entreprise. Pas le niveau qu'il y a maintenant, pas la structuration, mais déjà de transférer ça, c'était waouh, c'était un super moment. Et les gens m'ont fait confiance, j'ai commencé à progresser, puis à un moment donné, pareil, je me suis dit, je vais arrêter et je vais monter mon entreprise et je vais me lancer dans la conférence. Juste avant qu'on parle des conférences, que je trouve hyper intéressant, c'est que et que je veux souligner, c'est que tu étais dans une entreprise, tu t'éclatais, tu avais du sens, et d'un coup, d'un seul, l'entreprise change et fait que tu n'as plus de sens. Et tu vois, c'est quelque chose que je vraiment, ce qui est important pour moi, c'est de dire, dans un même métier, on peut avoir du sens ou non en fonction de là où on le fait. Et donc, l'idée, c'est pas de dire à tout le monde reconvertissez-vous parce que vous n'avez pas nécessairement besoin de vous reconvertir. Ça peut être de faire le même job dans une entreprise qui va vous permettre de pouvoir exprimer votre singularité, vos talents et de vous sentir utile. Oui, et il y en a aussi qui vont faire le dos rond, qui vont plus l'accepter. Et puis finalement, l'équipe dirigeante va prendre conscience que c'était le mauvais filon. Et puis ils vont revenir et puis tu vas pouvoir te rééclater derrière. Alors moi, à mon âge, je pense que plus tu avances dans l'âge, moins tu as envie d'attendre et de faire le dos rond parce qu'on l'a déjà fait longtemps, on a fait pas mal de sacrifices à un moment donné et qu'on est là aussi pour s'éclater. Ça fonctionne plus, c'est pas grave, j'en veux à personne. Je m'en veux presque à moi en me disant j'aurais peut-être pu le prendre avant, j'aurais peut-être pu le voir avant. Et puis tu te dis allez, une reconversion de plus, allez, on y va. Mmh. Et puis, par contre, rupture conventionnelle janvier 2020, ça a son importance. Et tu reçois ton extrait Cabis avec déjà quelques conférences qui sont projetées dans les prochains mois. Donc, tu es super content. Et tu reçois ton extrait Cabis le 7 mars 2020. Et le 9 mars 2020, nous sommes confinés. Donc, c'est super pour faire des conférences, c'est parfait. Ça s'appelle une gestion de crise. Hein. Ouais, c'est ça. Non, c'est super difficile. Mais écoute, j'étais déjà bien parce que je savais où je voulais plus être entre guillemets. Je savais que de toute façon c'était un moment qui allait pas durer. Pour moi, le confinement a même pas été assez long parce que j'étais en train de faire des formations, etc. Et il m'a manqué 15 jours pour que je puisse toutes les faire. Des formations de quoi ? Tout ce qui était, je finissais le coach pro, je finissais la prépa mentale avec le diplôme de certification. Et puis moi, je créais mes formations aussi parce que je fais des conférences mais avec des ateliers. Et je trouvais que la théorie et la pratique étaient hyper intéressantes. Donc, je mettais de manière pédagogique les ateliers que j'allais mettre en place. Donc, j'ai optimisé ce temps-là. J'ai pas eu le temps de m'ennuyer dans le confinement. Mais il m'a manqué encore 15 jours. Donc ça, c'était pas si mal que ça. Ouais. Et du coup, comment ça se passe ces débuts de conférencier expert ? Alors c'est super intéressant, mais c'est très difficile parce que sorti du confinement, les entreprises, c'est pas leur priorité de relancer à l'intérieur la motivation des gens par l'esprit collectif, et je le conçois complètement. Il faut remettre à jour la trésorerie, il faut relancer plein de choses, il faut donner envie aux gens de revenir au travail parce qu'il y avait le télétravail, finalement s'y habituer, il faut pas couler la boîte. C'est pas la priorité. Alors du coup, il y a encore un ventre mou, il y a du temps. Et puis on est heurté aussi de l'autre côté dans ce milieu-là à la vague qu'il y a eu juste à ce moment-là pour le coaching. Il y avait eu d'un coup beaucoup de coachs. Après, il y a eu une vague dans d'autres systèmes et puis de thérapeutes, etc. Et puis là maintenant, les gens ils disent ouais, je vais faire conférencier. Et du coup, tu es heurté à aussi beaucoup de monde. Donc ce qui te demande à toi d'être très structuré, de structurer
ton discours, ton vécu, ton expertise, de l'amener avec des plus-values, avec des points clés pour l'entreprise. Donc, ça demande encore un peu de temps. Donc, ce temps-là, il demande aussi de la trésor de ton côté, parce que il y a un moment donné. C'est la question que j'allais te poser, oui. Et là, j'ai l'ancien PDG de la société EOGT qui était parti aussi et qui s'était rapproché d'une autre maison concurrente, mais qui était allemande, qui est très historique dans ce milieu-là. Et il m'a demandé si je voulais pas revenir en indépendant, en agent commercial à côté. Donc, j'y suis revenu et puis j'ai monté ma société avec 2 axes, du coup, entre le bâtiment et les maisons passives et la négoce, qui me plaît toujours autant parce que je trouve que c'est intéressant. Aujourd'hui, pour moi, c'est ce qu'on va laisser à nos enfants et aujourd'hui, le réchauffement climatique en fait partie. Donc l'habitat de demain, il est aussi important que et l'état des glaciers, c'est aujourd'hui qu'il faut s'en préoccuper. Alors je peux pas aller bâcher tous les glaciers, c'est pas possible. Par contre, à mon humble niveau, je peux essayer de travailler sur comment construire des bâtiments mieux conçus pour éviter le réchauffement climatique pour les futures générations. Ça me plaît. Et de l'autre côté, les conférences me plaisent aussi. Et on dit toujours, il faut choisir, mais des fois, il faut pas choisir. Ou pas, ouais. C'est exactement ça. Comment tu écoutes ton intuition ? De plus en plus. Elle me fait peur au début parce que je me dis que si je l'écoute pas, je lève la tête et je me dis faut pas que je le fasse. Mais oui, mais oh là là, j'ai la petite tête qui arrive, la petite pas. Et là tu doutes. Et en fait, quand t'es jeune, tu dis non, c'est pas vrai, je vais le faire. Et puis en fait, ton ressenti, ton intuition, c'est toute ton expérience un peu cachée. Toutes les fois où t'es déjà tombé et ton corps te dit non, en fait, tu vas encore prendre un mur dans la figure. Écoute-moi. Et après, avec un certain âge, avec un certain recul, ton ressenti, tu l'écoutes. Et c'est peut-être, de temps en temps, t'inities des choses et t'attends juste une chose, c'est que ton ressenti te le confirme ou pas. Et il y a des moments, tu inities plein de choses et tu vas pas au bout parce que ton ressenti te dit non. Et je pense qu'il faut l'écouter. Comment tu célèbres tes réussites ? Je passe à la suivante. Non, c'est important. On a eu l'opportunité d'être avec l'équipe de rugby où j'étais. On a eu une croissance énorme pendant plusieurs années. On était en Fédéral 3, c'est un niveau. On a fait Fed 2. Après, il y a eu 2 années de Covid. On a bien géré tous les jeunes. On a fait beaucoup de visioconférences pour créer du lien. On a fait plein de choses avec eux. On leur a fait passer des tests de personnalité. On les a fait mieux se connaître. Et pour moi, c'était important. À l'aide d'un outil qui s'appelle l'Enneagramme. Alors, on aurait pu utiliser le MBTI, le DISC, tous les autres, je m'en fiche. En tout cas, celui-ci me plaisait bien. L'idée, c'était vraiment pas c'était que les gens sachent qui ils avaient en face pour optimiser la communication sur le terrain. Et puis, finalement, ça marche aussi parce que les coachs sont venus avec nous. Et puis, l'année d'après, on monte en Fédéral 1. Et puis, pendant qu'on monte, les espoirs sont champions de France. Donc, on soulève un bouclier de Brémus. Donc, c'était bien. On l'a fêté, bien évidemment, parce que c'est le rugby, c'est la 3e mi-temps, il faut les fêter, c'est le côté euphorie. Il faut qu'il y ait ce moment-là, parce que sinon si tu prends pas de plaisir à ce moment-là et que tu le fêtes pas, c'est pas bien. Ton corps, il a plus envie d'aller en chercher. Par contre, quand t'as fini et que t'es posé et que tu regardes l'avenir et que tu dis, OK, c'est quoi le prochain? Next. C'est quoi le prochain palier? Parce que si tu t'arrêtes là, tu vas descendre, tu vas dégringoler et tu vas tomber dans une spirale qui est pas intéressante. Soit tu changes de sport, soit tu changes d'entreprise, soit tu changes de challenge, soit tu changes mais il faut t'en fixer un autre. Il faut que chaque fois que tu te fixes un objectif, il faut qu'il soit difficile mais atteignable. Il faut pas protéger ton ego. Et ça, c'est important. C'est quoi pour toi la réussite ? D'avoir tout mis en œuvre pour aller chercher ce que tu voulais le plus profondément dans ta vie, mais en intelligence. Je veux gagner l'euro-million. Ça, c'est pas ce que je veux le plus. Et ça, c'est juste parce que c'est un rêve et que si ça m'arrive, je saurais pas comment faire. Par contre, une réussite, c'est d'avoir matérialisé ce que tu voulais, qui avait du sens, et tout le chemin et le cheminement que tu vas y faire. La réussite, c'était de rentrer en PGHM et d'y être resté déjà assez longtemps, mais c'était pas pour l'intégrer, c'était parce que le parcours a été beau, parce que il a eu ces périodes de doute, parce que je le raconte dans le livre. C'est très difficile, c'est 4 ans, 5 ans de préparation. C'est des choses que tu vois très souvent au quotidien qui te donnent plus envie d'être là, mais sur quoi je peux me baser? C'est la réussite, elle est de rester au PGHM, elle est même pas d'y rentrer, elle est d'y rester assez longtemps et de le vivre et d'être utile à l'intérieur, pas utile à soi mais utile aux autres. Ça, c'est une vraie réussite. C'est quoi pour toi un échec? J'aime pas ce mot. Un
je dis toujours que c'est une demi-réussite. Pourquoi? À partir du moment où tu as initié une stratégie avec un objectif, que tu as tout fait pour y arriver, il y a un moment donné, il y a un grain de sable. Il va falloir prendre en compte, il va falloir prendre du recul et que tu fasses un débriefing, un feedback de pourquoi à un moment donné, il y a eu ce grain de sable. Et finalement, tu auras juste à travailler sur cet endroit-là parce que tout ce que tu as initié avant, il était pas mauvais. T'as avancé vers ton objectif. T'as avancé vers quelque chose. Tu t'es donné les moyens, t'as écouté ton ressenti, tu t'es mis toute une stratégie en place et tu l'as fait. Pour moi, l'échec, c'est de rien faire. L'échec, c'est de rester sur son canapé et de rien faire. À partir du moment où tu inities du mouvement et que tu tombes, c'est que tu as voulu faire quelque chose. Si tu veux faire quelque chose, c'est que déjà tu es dans le vrai. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Quand j'ai vu cet hélicoptère, quand j'ai vu ces secouristes, pourquoi pas moi? Ben, pourquoi pas les autres? Pourquoi pas moi? J'ai 2 bras, 2 jambes, j'ai un cerveau, j'ai une capacité qui est scalée. Hein. Je suis pas le plus intelligent, mais en tout cas j'ai des facultés d'analyse différentes. Et il y en a d'autres qui auront une méthodologie différente et c'est top. Pourquoi pas moi? En plus, même j'y vais encore plus loin. Il y a des fois, je me dis que c'est peut-être pas pour moi. Et puis comme j'ai pas ce côté challenge, j'ai pas forcément, je rebondis pas forcément. Le pire du pire, je crois que quand je me dis pourquoi pas moi, c'est quand les gens me disent surtout pas vous. Ça, j'adore. Je fais partie des gens. Si tu me dis ça, tu pourras pas le faire. Et mes enfants, ils me le disent à chaque fois. À chaque fois qu'on fait un événement, on se retrouve des fois dans des situations avec des challenges. Et puis les gens disent oh mais ça, tu pourras pas le faire. Et là, mes gamins me regardent et font ah non, c'est pas vrai, ils lui ont mis une pièce. Ben pourquoi pas moi? Ben pourquoi les autres et pourquoi pas moi? Mais ça c'est le côté challenger. Le pourquoi pas moi, il va venir surtout quand t'as vraiment envie de le faire, quand ça a du sens et que tu sens que tu vas être utile à amener une plus-value à l'intérieur. T'as le droit de te poser la question si toi tu veux pas faire partie de cette aventure, en tout cas pour les autres et un peu pour toi quand même. Qu'est-ce que tu penses que le petit Eric de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui? Il y a eu du chemin entre le petit Eric qui était en surpoids, qui faisait pas beaucoup de sport, alors c'est une période de ma vie que je déteste. Je devais mettre un sweat avec Titi et Gros Minet en université. J'ai dû l'avoir à chaque photo de classe pendant 4 ou 5 ans. Je détestais ce sweat, je le mettais 3 fois dans l'année et à chaque fois on faisait les photos de classe où t'étais pas prévenu. Donc le petit Eric, il regarderait son sweat et il dirait tu vois celui-là tu l'as posé parce que t'étais vilain sur les photos, t'avais un regard qui était perdu, tu détestais ce sweat, tu détestais l'image que tu rendais de toi. Parce que tu savais pas où t'allais, t'avais pas encore découvert ton vrai moi, et on l'a tous en soi, et il faut aller le chercher. Le regard que tu dois avoir de petit garçon à 50, sur une personne de 50 ans ou plus, c'est waouh, t'as pas loupé ta vie. En fait, tu as fait ce que tu voulais faire. Il y a pas de richesse, il y a pas d'argent, il y a pas de voiture de luxe, machin. C'est qu'est-ce que t'as fait de ta vie. T'as voulu aider les autres, tu l'as fait. T'as voulu te respecter, tu l'as fait. T'as voulu faire du sport, tu l'as fait. Tu veux arrêter de faire du sport et plutôt partir dans le vin parce que ça te plaît, fais-le avec modération. Mais tu t'es fait plaisir à un certain moment, tu t'es juste respecté, ça c'est bien. Et je pense qu'il dirait, tu t'es donné les moyens d'avoir la vie que tu voulais. Il y en a qui veulent rêver leur vie et d'autres qui vivent leur rêve. J'adore cette citation. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on a des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements aujourd'hui? Il y en a beaucoup en montagne. Savoir renoncer, c'est savoir rester en vie aussi de temps en temps. Savoir dire non, c'est être dans la capacité d'avoir du temps de plus pour faire une action d'après. Le renoncement, il doit pas être considéré comme un échec pour moi. Il doit pas être considéré comme une fuite. Ça doit être considéré si c'est mûrement réfléchi. Si c'est par rapport à tes souhaits, tes envies, ta posture, si c'est tes ressentis et si c'est mûrement, pourtant c'est un objectif que tu voulais vraiment faire, c'est un sommet que tu voulais vraiment aller chercher, c'est une entreprise que tu voulais vraiment, avec qui tu voulais vraiment travailler, renoncer, c'est pas échouer. C'est de se donner l'opportunité de rebondir ailleurs dans un autre temps avec plus d'alignement et plus de capacité à être encore plus performant et d'amener encore plus de plus-value. C'est se respecter aussi des fois. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser? Il va me faire pleurer. Maintenant.
Et c'est en ce moment. Pourquoi? Il y a 3 mois, on a appris que ma fille avait une tumeur au pancréas de 10 centimètres à 22 ans. Et pardon. Et t'es spectateur de ça. T'es pas acteur. Hein. Tu peux pas. Tu peux que l'accompagner. Tu peux faire. Elle s'est fait opérer il y a 1 mois et ça se passe bien, hein, mais c'est la peur de ma vie. C'est le plus gros doute de ma vie. J'ai pas de doute quand il fallait être en montagne, j'ai pas de doute, j'avais pas de doute avec l'équipe, j'avais pas de doute parce que c'est toi qui faisais quelque chose. Et là, il fallait que tu t'en remettes à des gens dans une situation que tu maîtrises absolument pas, dans un contexte qui est compliqué avec des termes qui te font peur. Hein. On parle de tumeur, on parle de peut-être probabilité de métastase, il y a tout ça et c'est un environnement dans lequel tu connais pas, tu maîtrises pas, tu peux pas l'analyser et c'est surtout que c'est pas toi qui va tenir le bistouri, il vaut mieux pas que ce soit toi. Mais du coup, tu t'en remets à quelqu'un que tu connais pas, à qui il faut que tu apprennes à faire confiance très rapidement. Et puis tu vois ta fille en fait au quotidien et qui va de moins en moins bien parce que la tumeur lui change un peu son quotidien. Elle souffre de plus en plus. C'est vraiment très dur à vivre. C'est le plus mauvais moment de ma vie. Là, c'est bien. On a eu les résultats il y a quelques jours, mais tu relativises sur plein d'autres choses dans la vie. Tu sais aussi que si tu changes encore de job, c'est pas grave. Enfin, la vie, c'est autre chose. C'est tes enfants, c'est la vie tout court. La vie, on a oublié que c'était juste vivre et vivre intensément, pleinement, avec de la joie, avec. Tu vis pas avec la mort autour de toi et surtout pas à 22 ans. Et ça, c'est très très difficile. Les gens, j'en parle rarement. Il y a très peu de gens qui sont au courant, mais là, je suis obligé de t'en parler parce que c'est. Merci pour ta confiance. C'est vraiment important pour moi et pour discuter de la résilience, je te filerai le numéro de téléphone de ma fille parce qu'elle est déjà debout, parce qu'elle a déjà acheté ses chaussures de basket pour la rentrée prochaine, parce qu'au bout de 10 jours, le chirurgien m'appelle et me dit il faut que vous veniez chercher votre fille, elle peut pas rester plus longtemps. Elle tourne en rond dans l'hôpital, normalement c'est 20 jours, mais là elle a tout qui est stable. Venez la chercher, elle va nous tuer. J'ai dit ok, c'est fabuleux. Elle m'impressionne. Je suis impressionné. Il y a deux personnes que j'ai interviewées qui sont impressionnantes face au combat contre le cancer. Il y a Caroline Leflour qui a écrit une super BD qui s'appelle La chauve-souris. Donc la chauve qui sourit. C'est une BD qui ne parle que de résilience, qui est faite avec énormément d'humour. Et aussi Annabelle Brouan qui a monté en fait une association qui s'appelle Hope qui aide les femmes à sortir du cancer, notamment en montant à cheval et aussi avec de l'art-thérapie. Et je crois qu'elle est pas très loin de chez vous. Et c'est exceptionnel tout ce qu'elle met en œuvre, tout ce qu'elle met en place. Et elle dit à quel point les chevaux et puis l'art, ça aide à être dans le mouvement pour pouvoir justement être dans un mouvement positif. Parce que elle sait à quel point le moral, l'énergie, c'est des choses qui sont essentielles dans ces moments-là. C'est exactement ce qu'on a. Je l'ai pas lu, mais le terme mouvement, il est hyper important et mouvement positif encore plus. C'est qu'au début, quand il est arrivé ça, on a cherché le meilleur centre. J'avais quelques connaissances dans le milieu médical, donc je les ai appelés pour prendre des informations, pour essayer de bouger. Donc quand t'es dans le mouvement, toi, c'est super sympa parce que t'amènes les gens avec toi. Le plus difficile, c'est qu'à un moment donné, quand tu as atteint l'objectif de trouver le centre, de trouver à peu près la bonne personne, etc. Tu t'essouffles et là tu commences à reprendre dans la figure, donc il faut que tu t'effaces pour que quelqu'un d'autre donne du mouvement. Par contre, s'il y a toujours du mouvement autour de la personne malade et qu'elle l'accepte, elle part dans ce mouvement positif, ça peut encore que mieux se passer. La difficulté, c'est quand tu commences à toi aller moins bien, il faut pouvoir s'écarter, il faut pouvoir aller courir, faire du vélo, crier, aller pleurer dans la forêt, mais il faut pas rester à côté. Il faut pas qu'il y ait du négatif à côté. Et c'est hyper difficile avec ça. Du mouvement positif, c'est tout un art de le faire. Et je suis complètement d'accord. Ouais. C'est accepter forcément que tu sois triste parce que c'est juste une évidence, mais la protéger de ça, c'est savoir toi avoir ta soupape aussi parce que toi en tant que papa, t'as besoin d'évacuer ça parce que tu peux pas être dans le déni et donc t'as besoin d'évacuer mais savoir décharger sans elle quoi. C'est ça, exactement.
et puis lui montrer. J'ai souvent donné l'exemple du film de Roberto Benigni, La vie est belle. Ah, j'aime tellement ce film. Pour moi, c'était, j'en ai parlé avec ma fille et c'était un peu ça. Sourire, mettre un nez rouge et puis faire croire tourner en dérision l'endroit dans lequel tu es et la maladie. Du coup là, dans le film, c'était autre chose, mais l'idée et la métaphore étaient la même. C'est pas évident. Bah c'est vraiment ce que fait Caroline. C'est en gros, elle a pris toutes ces petites phrases qu'on lui a dites en mode ah non mais pas toi, t'es sympa. Fait bah c'est quoi c'est quoi l'idée, et c'est vrai, elle en a même fait un spectacle. Et c'est vraiment, enfin ça redonne du sourire dans des moments difficiles. Ah du coup, il aurait fallu que je sois conne conne et méchant pour pas que ça m'arrive. Bah non, en fait, ça touche tout le monde. Mais c'est tellement ça. Ouais, il y a des gens, des fois, t'étais pas bien, les gens, tu leur dis, et du coup, elle va mourir. Bah non, en fait, on fait tout pour. Donc, c'est pas ce que j'avais envie d'entendre. Donc, je vais y aller. Je vais y aller là. Je peux pas rester. Ouais. Je suis désolé. C'est ça. Mais c'est ça qui est, enfin, tu vois, enfin, dans ces moments difficiles et même dans tout court dans la vie, c'est savoir en effet de se protéger, de se dire, bah voilà, il y a des gens, tu vois, donc bon, le burn-out, c'est rikiki à côté de ça, mais souvent c'est de se dire, ok, je passe du temps avec ces personnes-là. Comment j'en sors? Bah voilà, si j'en sors, ça m'a pris mon énergie, ça m'a démonté le moral. Bah c'est peut-être pas des gens qu'il faut que je fréquente en ce moment ou quand je sais que j'ai vraiment besoin d'être soutenue. Bah, on a tous des gens toxiques autour de nous, hein, mais il y a aussi des gens toxiques qui ne veulent pas l'être, qui pensent bien faire, mais qui sont toujours négatifs. Et la négativité tourne de la toxicité aussi. C'est difficile. Hein. Il y a des gens autour de nous qui sont formidables, mais à chaque fois que tu vas les voir, et alors ça se passe mieux parce que nous on a eu peur, parce que et non, j'ai pas envie d'avoir ces mots-là, et ma fille n'a pas envie d'avoir ces mots-là. Donc si on se déplace plus et qu'on reste entre nous, c'est parce qu'à la maison on en rigole, parce que on fait des noms d'oiseaux sur la tumeur, parce qu'on a tout dans la région, on fait des sketchs et qu'on est dans le super positif. Et dès qu'on remet du négatif, je reviens sur mon petit grain de sable dans cette machine qui fait que ce soit l'échec. Ben on a tout fait pour balayer, pour pas avoir de grain de sable à l'intérieur. Ouais. De quoi t'es le plus fier aujourd'hui? De mes enfants. Parce que ils sont intelligents, ils savent se respecter. J'ai mon fils qui est maçon, qui avait entrepris des études, qui est très intelligent, mais qui a envie d'autre chose, qui sait qu'il va pas faire maçon toute sa vie, mais qui a envie de voir aujourd'hui des choses grandir, progresser, travailler de ses mains, d'être fier de ce qu'il fait le soir, de construire sa maison plus tard pour pouvoir se mettre à l'abri aussi, éventuellement construire celle de sa sœur qui a envie de croquer la vie à pleines dents, qui est coach en basket, qui a le sourire tout le temps avec les enfants, qui est jamais défaitiste, qui les amène toujours dans l'avenir. Ouais, tu te dis au moins dans la vie, ce que j'ai fait sur le terrain, ça me regarde moi, et quelques personnes qui savent qu'on est intervenu. On en parle de temps en temps, on fait des conférences dessus, mais c'est plus l'esprit d'équipe qui perdure et qui doit perdurer. Par contre, la vraie fierté personnelle, c'est ce que tu as mis en place avec les gens qui vont te suivre et te succéder. Et la transmission, je trouve qu'elle est belle. Après, ils ont grandi avec les claques qu'ils ont pris dans leur vie de chaque côté. Surtout là, avec ce qui vient d'arriver à ma fille, je pense qu'elle a pris 10 ans de plus en maturité. Ça, c'est une certitude. Mais oui, les enfants, parce que ils vont amener une plus-value dans ce monde à leur niveau, avec dans leur microcosme à eux. Hein, ils vont pas avoir des hauts postes, mais ce seront des gens bien. Et aujourd'hui, des gens bien qui vont transmettre, qui vont discuter, qui vont avoir de l'empathie, qui vont faire des choses par conscience personnelle et professionnelle. Bah c'est cool déjà d'avoir travaillé sur cette éducation-là. Et t'as pas grand-chose à te reprocher, en tout cas de ce point de vue-là. Et ça, c'est plutôt top. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui? Oui, accorde pas ta confiance trop vite aux gens. Tu vas être déçu. J'aurais aimé qu'on me le dise plus souvent. Et moi, quand j'ai quelque chose qui me plaît, je me donne à fond dedans. Dès que tu me challenges, donc il y a des gens qui se sont servis de moi. Oui et non. T'es pas méchant non plus, mais sur des montages de société, sur des choses comme ça, sur des montages pédagogiques ou sur des audits d'entreprise de copains,
Tu y vas, tu passes beaucoup de temps. On promet de rentrer certaines fois au capital de la boîte plus tard. Donc tu te donnes sans compter, tu travailles jusqu'à à partir de 3 heures du matin parce que tu as une idée et que tu penses que ça va amener une plus-value. T'expliques, tu montes, tu fais le PowerPoint, t'envoies, tu te déplaces à Paris et puis au bout d'un moment, tu sens que tu es en train de te faire un petit peu avoir. Ouais. Fais-le pour toi et puis n'accorde pas ta confiance trop vite. Ta confiance, c'est pas la confiance des gens avec qui tu travaillais. Les gens qui t'entourent, c'est pas l'équipe qui était au secours en montagne, l'équipe sur laquelle tu pouvais l'équipe qui pouvait que toi tu pouvais mourir pour elle et elle pouvait mourir pour toi. Le monde civil est un petit peu différent. La société à l'heure actuelle est un peu différente. On a peut-être un peu perdu ça. Pas au rugby, c'est là où je le retrouve, cet esprit d'équipe, cette confiance mutuelle, cette famille. Ça, c'est vraiment top. Ouais, j'aurais aimé qu'on me dise, fais attention, prends pas de la distance avec les gens, mais lève la tête de temps en temps. Et quand on te challenge de temps en temps, on se sert de toi. Donc fais attention à cette confiance. Elle n'est pas dans le seul moment de challenge d'une personne. Apprends à te méfier un tout petit peu. Ton temps est précieux. Tu peux aussi le perdre par rapport à ta famille. Tu peux passer beaucoup de temps sur un projet qui n'amènera à rien. C'est pas bien grave. Tu vas forcément apprendre quelque chose, mais tu vas perdre un peu de temps avec ta famille et tes enfants. Et ça, à un moment donné, ce temps-là, on peut pas le récupérer. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? De faire ce que j'avais envie de faire. Et que j'étais le seul écrivain, le seul auteur de mon livre de vie. Que c'était à moi d'écrire mes chapitres et c'était toujours à toi de fermer un chapitre. Si quelqu'un veut te fermer ton chapitre à toi, tu passeras pas au suivant et tu laisseras beaucoup de pages blanches entre chaque chapitre. Par contre, à partir du moment où c'est réfléchi et que c'est toi qui décides de tourner une page, de mettre le dernier mot d'un chapitre de ta vie pour tourner une page, pour en écrire un autre, et tu peux écrire des petits chapitres, tu peux écrire des nouvelles, t'es pas obligé d'écrire un roman, mais le but c'est d'écrire, c'est de matérialiser, c'est d'être toi, et de tourner volontairement toi ta page quand tu l'as décidé, parce que c'est la fin, et que le dernier point que tu mets avant de tourner une page, c'est toi qui le fais. Et ça, c'est top. Est-ce qu'il y a un conseil de lecture que tu as envie de partager avec nous, un livre qui t'a marqué, qui t'a marqué à vie? C'est dur parce que les récits que j'ai, c'est beaucoup de la montagne. C'est pas grave, on a sûrement des personnes qui adorent la montagne qui nous écoutent. J'aime beaucoup un livre qui s'appelle Les Conquérants de l'inutile. Il est bien parce que tu comprends et tu mets les mots sur ce que tu vas chercher en montagne, sur le sommet, la gloire, la réussite, ce que tu peux ressentir pour y aller. Et en fait, ce sommet est inutile, mais tu as envie le désir de le conquérir. Et c'est intéressant parce que tu sais que tu peux de temps en temps te dépasser et tout mettre en œuvre pour pas grand-chose, entre guillemets, pour quelque chose d'inutile. Imagine ce que tu pourrais mettre en place pour des choses qui sont vraiment utiles. Mais la métaphore est très belle et l'idée psychologique derrière, avec ce que ça peut amener, ce mode de réflexion sur le dépassement de soi, sur les prises de risques, sur la gestion, sur l'environnement dans lequel tu es, sur ce sommet qui t'apporte quoi en fin de compte. Moi, maintenant, quand de temps en temps je vais en montagne, je veux amener des gens avec une histoire. Je veux pas amener des gens vers un sommet. Ça m'interpelle quelque part. Et je ne peux pas dire non avec des gens qui, dans un couple, l'un des deux est sorti d'un concert et c'est une victoire. Ils veulent aller le célébrer ensemble là-haut pour voir un toit, un sommet, et pour prendre de la hauteur par rapport à ça. Je peux pas dire non. Par rapport à d'autres personnes qui pourraient me dire, je vais y aller parce que je vais me prendre en photo là-haut avec les bras levés, parce que je vais être le gars de l'entreprise qui l'a fait, parce que je vais être le plus haut. J'irai pas. Donc c'est important. Parce que du coup, tu continues à être guide de haute montagne? J'ai toujours le diplôme, je suis à jour de mes reconversions et de mes stages de recyclage, mais j'ai plus beaucoup le temps et intellectuellement, est-ce que j'ai toujours envie? C'est vrai, je pense que la question, elle est là. Pas tellement, il y a beaucoup plus de risques qu'avant en montagne. On sait les gérer, on sait aller de l'avant, mais est-ce que j'ai encore envie de les prendre? Est-ce que le sommet des conquérants de l'inutile, est-ce que ce sommet inutile mais qui est représentatif et qui est un vrai symbole,
est-ce que il vaut encore le coup, pour moi en tout cas, pour moi, est-ce qu'il vaut encore le coup que je prenne des risques et surtout je les fasse prendre à des personnes que je vais accompagner? Je ne sais pas si j'en ai encore envie. Je ne pense pas. C'est quoi tes prochains défis? Euh, Là, j'ai travaillé dans le monde du bâtiment et j'ai acheté la licence d'exploitation, donc c'est de la pérenniser parce que il y a une stratégie commerciale qui est hyper intéressante. C'est vraiment ce qui m'anime pour essayer de le développer. Bien évidemment, il y a un aspect financier, il y a les chiffres d'affaires, mais c'est l'amener pour pouvoir pérenniser l'entreprise. C'est vraiment ça. Essayer de travailler sur une plus-value, moderniser, devenir un produit 3.0 avec une vraie stratégie derrière et redonner du sens à l'autoconstruction possible, en tout cas la construction assistée ou la plus-value. Voilà, ça me plaît. Vraiment, je suis en plein dedans. Et un défi personnel, je suis en train d'écrire un deuxième ouvrage qui prend un peu plus de temps parce que avec ce qui vient de se passer, je sais pas si je suis prêt à écrire celui-ci ou un autre. Et j'ai deux autres formes de récits du secours en montagne sous forme un peu plus infantile qui pourraient en tout cas m'intéresser, des vrais projets là-dessus. Et puis développer la conférence parce que avec des ateliers, parce que quand tu y es, tu te sens utile et quand tu es en présence de personnes qui sont dans des très grosses boîtes, qui ne prennent plus le temps de lever la tête, en tout cas qui n'ont peut-être plus le temps de lever la tête par la pression, par l'objectif, et c'est malheureusement normal, hein, mais il faut quand même la lever. Et en tout cas, le temps que tu prennes de lever la tête pour écouter ce que quelqu'un d'autre a à dire, c'est peut-être le temps où tu vas éviter de rentrer dans un engrenage avec la loi de Murphy, la loi de l'emmerdement maximum avec un incident ou un accident. Et c'est surtout que les gens qui vont t'entourer, si tu les prends un peu plus en considération, tu vas optimiser ta performance comme dans un secours. Et cette plus-value-là, pour moi, elle est hyper importante. Et donc, du coup, travailler encore plus sur les conférences, c'est pour ça que j'ai rejoint le mastermind d'Eric Blau pour essayer de vraiment remonter encore en compétences. Et c'est en train de se faire et c'est extraordinaire d'aller taper des très grosses boîtes parce que le discours, il est réel, il est fondé, parce qu'il est impactant, parce qu'il touche et qui doit faire naître une prise de conscience aujourd'hui qu'on a le droit de prendre un peu du temps dans la performance et que c'est pas uniquement la performance qui dicte le temps. Et même si je puis me permettre, c'est pas qu'on a le droit, je suis c'est qu'il complètement faut. d'accord. Mais aujourd'hui, on en est à Ouais. essayer de faire comprendre aux entreprises qu'il faut prendre le temps et on a le droit de le faire. Et après, on leur dira que c'est indéniable. Ça fait partie de la stratégie de se poser. Je te donne à titre d'exemple. En Suisse, malheureusement, il y a quelques années, il y a eu une énorme avalanche. Et quand il y a eu cette avalanche, il y a le secours en montagne suisse. Alors, je crois que c'est Abbatière Zermatt qui est parti avec un hélicoptère. Ils ont posé les secouristes dessus. Ils ont commencé à travailler vite. Et il y a eu une deuxième avalanche, un suraccident. Et il y a des secouristes qui sont décédés malheureusement à la suite de cette avalanche. Et quand tu discutes avec les Suisses, quand tu fais, il y a une triangulaire du secours en montagne, les Suisses, les Français et les Italiens qui se réunissent tous les 2 ans pour justement travailler sur les nouvelles techniques, les technologies et les prises en charge des victimes pour que justement chaque pays augmente un peu son niveau pour que ça draine une positivité et une performance pour encore plus être top dans la prise en charge. Et ça, c'est top et du coup perdre moins de temps. Et à chaque fois qu'on discute avec eux, ils disent non, mais nous, quand on a un énorme secours, on prend le café, on se pose, on prend le temps de. Alors attention, ils s'arrêtent pas une demi-heure pour aller dans un bar et prendre le café. Ouais. Ils se posent autour d'une table, ils prennent le temps de discuter de l'environnement dans lequel ils vont être projetés. Exactement. Et ils préfèrent perdre ce temps-là que de perdre la vie, même si c'est que 2 minutes avant de monter dans la machine et c'est jamais guère plus. Mais aujourd'hui, prendre le temps d'avoir une zone tampon avant de rentrer dans l'action, surtout quand c'est très engagé, c'est important. Oui, et puis même, tu vois, j'en parlais avec des entrepreneuses. Parfois, tu te dis, faut que j'avance. Donc, tu t'es derrière ton ordinateur, tu es en mode procrastination. Alors que finalement, ta meilleure idée, tu l'auras en train de nager, en train de te promener, en train de conduire. Enfin, c'est souvent contre-productif aussi. Ouais, et il y a beaucoup d'études aussi qui montrent que le cerveau, plus tu le mets dans un effort physique, dans une zone où il va se sentir bien, le vélo, la marche, juste se balader, lire un petit bouquin avec un moment,
de manière neurologique, le sport favorise beaucoup cette partie cognitive et ça libère les hormones et ce sont des hormones de bien-être et du coup ton cerveau a envie et favorise l'intelligence à ce moment-là et les idées. Ça c'est top. Ouais. Ton livre donc du coup s'appelle Secours en montagne. Où est-ce qu'on peut le trouver? Techniquement dans toutes les Fnac, il est sur Amazon, il est dans pas mal de bibliothèques en France. Il est aux éditions Nimrod et il a gagné. Je suis très fier parce que c'est le premier bouquin. Il a gagné le Grand Prix international du jury au salon du livre de montagne à Passy. Génial, bravo. Merci. Trop chouette. Deux dernières questions. La première, ça va être les personnes qui nous écoutent, s'il y en a qui sont encore dans leur zone de confort inconfortable, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Avancer. Aller chercher la zone d'après. C'est ce qu'on appelle une zone d'apprentissage. Et on ne peut pas sortir de sa zone de confort si on n'a pas envie d'apprendre. Et on ne peut pas augmenter ses capacités, son envie. On ne peut pas augmenter ses ressentis parce que c'est une somme d'expérience. Si on conserve que la zone limite dans laquelle on est, c'est un peu comme le confinement. Si t'as pas le droit de sortir à plus d'1 kilomètre, t'as toujours envie de regarder ce qui se passe à côté. Mais si tu restes là, au bout d'un moment, pendant 3-4 ans, vraiment, tu vas devenir fou. Parce que tu vas tout connaître par cœur et ton cerveau il va être limité. Par contre, n'hésite pas à sortir. Ce sont des phases où, comme quand tu vas au ski au début, tu skis, tu tombes, tu skis, tu tombes. Ça s'appelle l'expérience. Et l'expérience, c'est savoir tomber, savoir tirer le positif de ses échecs entre guillemets, de ses chutes, de ses gamelles. Et dans la vie, c'est un peu pareil. Et à un moment donné, l'expertise, c'est ne plus tomber. Et quand tu es expert et que tu deviens un moniteur de ski, de temps en temps tu tombes encore, mais ça on le dit jamais et puis je le dirai jamais dans un podcast. Mais ça c'est mais ça c'est important dans la vie. C'est si tu veux t'éclater, si tu veux vivre pleinement ce que tu as à vivre, si tu veux aussi te reconvertir, aller chercher plein de métiers différents, être agile dans ta vie, si tu veux de l'agilité dans ta vie, il faut que tu crées du mouvement. Si tu crées pas du mouvement et si tu vas pas en chercher, si tu vas pas dans ces zones d'apprentissage qui sont de temps en temps pas simples, prendre des claques, tomber, ça fait plaisir à personne. Mais l'important, c'est pas la chute. Et c'est pas comme dans La Haine, le film, c'est l'atterrissage. C'est comment on va se relever. Et là, on rentre dans une deuxième partie plus spirituelle derrière. On rentre dans la part de résilience. On rentre dans sur quoi je vais m'appuyer pour rebondir. Comment je serai plus performant la prochaine fois où je continuerai à marcher, à faire du vélo, à skier. Et comment je vais pouvoir augmenter mes capacités à chaque fois. Mais si on sort pas de cette zone, on peut pas acquérir cette capacité et cette zone d'apprentissage. Et elle est fondamentale. Plus t'apprends, plus tu te développes, plus tu deviens fort intellectuellement, mentalement, plus tu peux t'éclater dans ta vie, plus tu sais ce que tu veux, plus tu te découvres. Et on revient en boucle sur ce que tu disais tout à l'heure. À partir du moment où on sait et on se connaît parfaitement, et la zone d'apprentissage, c'est encore mieux se connaître. Plus on se connaît, plus on apprend sur soi, plus on s'ouvre un horizon avec des objectifs différents. Et du coup, on a envie d'y aller, on a envie de foncer. Et c'est peut-être juste ça aussi la vie, c'est notre vie et c'est la vie qu'il faut mettre en commun avec les gens qui nous entourent. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Ma femme, qui a tout fait pour que je me sente bien dans la vie et qui a tout fait aussi pour que je puisse passer les examens, que j'ai confiance en moi, qui ne grimpait pas et qui est venu accrocher à la falaise pour que je passe des heures et des heures d'entraînement pour que j'intègre mon rêve, qui m'a soutenu dans ma reconversion, qui m'a soutenu dans mes conférences, qui m'a soutenu en me disant merde de temps en temps, en me disant que je faisais des choses pas bien parce que je m'y prenais mal, parce que pourquoi j'agissais comme ça, parce que tu étais en perte de repères, t'avais peur, t'avais des doutes et que c'est un peu ma conscience personnelle sur mon objectif et qu'aujourd'hui sans elle je serais pas arrivé à tout ça. Ça c'est une certitude et c'est chouette de partager ces moments-là et en plus avec ce qu'on vient de vivre maintenant avec notre fille, quand toi t'es inutile parce que t'as initié tout le mouvement que tu pouvais faire et que t'étais devenu spectateur parce que tu servais plus à rien, puis t'avais mis tellement d'énergie à appeler, à aller chercher les copains qui pouvaient te donner les renseignements sur les médecins, l'hôpital, pour que tu puisses offrir plusieurs possibilités de sortie de crise, en tout cas de gestion à ta fille, et qu'à un moment donné, tu t'assois et tu pleures parce que t'es pas bien.
elle se mettait en mouvement sur des trucs plus obscurs, sur l'arrêt maladie, sur des choses que elle maîtrise plus ce côté administratif. Et du coup, Axel avait toujours un mouvement à côté d'elle et elle y est pour 50% sur le mouvement qu'on a initié à deux là-dessus. Et ça, c'est fabuleux parce que si aujourd'hui notre fille est toujours là, elle y est aussi pour beaucoup. Merci beaucoup Eric et puis merci à l'autre Eric de nous avoir mis en relation. Avec grand plaisir, c'était top. Merci. Merci. Et si toi aussi tu as envie de découvrir ta raison d'être, comme mon invité du jour, je serai ravie de t'accompagner avec le bilan de compétences nouvelle génération. Pour en savoir plus, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Tu aimes le podcast Pourquoi pas moi ? Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Une fois encore, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'oublie pas d'en parler autour de toi et surtout de ne jamais oublier de te dire « Pourquoi pas moi ?»